Outre l'explosion du contentieux administratif, la juridiction administrative fait face depuis plusieurs décennies à deux défis majeurs que nous étudierons successivement. Elle tente en effet de renforcer sa légitimité et son efficacité. Premier paragraphe, le renforcement de la légitimité de la juridiction administrative. On dit d'un organe qu'il est légitime quand il est conforme aux croyances des gouvernés quant à ses origines et à ses formes. Appliqué à la justice administrative, cela signifie que le juge administratif doit paraître aux yeux des administrés comme étant fondé à trancher les litiges administratifs selon des formes acceptables. Il doit pour cela répondre aux croyances que placent les administrés en toute justice. Or, la justice administrative a connu une période difficile à la fin du XXe siècle, au cours de laquelle sa légitimité s'est érodée. C'est pourquoi des réformes sont intervenues pour restaurer cette légitimité. Grand A, l'érosion de la légitimité de la justice administrative. À vrai dire, la légitimité de la justice administrative a été constamment mise en question au cours de l'histoire de la construction de l'ordre juridictionnel administratif. Mais cette question a connu un regain d'intérêt dans les années 1980. Le débat s'est toutefois déplacé. Au XIXe siècle, c'est l'existence même de la justice administrative qui était contestée. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, c'est la manière de juger du juge administratif qui a suscité des critiques. En d'autres termes, la question de la légitimité s'est déplacée du juge vers les jugements. Les conditions dans lesquelles le juge administratif rendait la justice étaient considérées comme ne présentant pas les garanties suffisantes permettant d'assurer aux administrés une bonne justice. Deux aspects étaient principalement en cause: l'indépendance du juge administratif et son impartialité. L'exigence d'indépendance renvoie à l'obligation de juger sans subir de pression, directe ou indirecte, de la part des autres pouvoirs. L'exigence d'impartialité renvoie à l'obligation de juger sans parti pris. Or, à partir de la fin du XXe siècle, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a mis en lumière les imperfections de la justice administrative à l'égard de ces deux principes qui sont consacrés par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans un arrêt du 1er octobre 1982, l'arrêt Pirsak contre Autriche, la Cour a forgé le concept d'impartialité objective, qui impose aux juridictions de présenter des garanties suffisantes d'impartialité sur le plan organisationnel et fonctionnel. Or, la CEDH s'est prononcée à plusieurs reprises sur la conformité de la dualité fonctionnelle du Conseil d'État au principe d'impartialité objective. D'abord dans un arrêt du 28 septembre 1995, Procola contre Luxembourg, et ensuite dans un arrêt du 9 novembre 2006, l'arrêt Sassilor-Lormine contre France. Dans le premier arrêt, la CEDH a estimé que le fait que les membres d'une institution exercent successivement, à propos des mêmes décisions, des fonctions consultatives et juridictionnelles, est de nature à mettre en cause l'impartialité structurelle de cette institution. Dans le second arrêt, la CEDH a considéré que l'existence même d'une dualité fonctionnelle n'est pas contraire au principe d'impartialité. Mais elle ajoute qu'il faut vérifier pour chaque espèce que l'exercice de la fonction consultative n'a pas constitué un préjugement de l'affaire contentieuse qui serait contraire au principe d'impartialité et d'indépendance. Par ailleurs, la CEDH a aussi été amenée à s'intéresser au rôle du commissaire du gouvernement, aujourd'hui dénommé rapporteur public. Dans l'arrêt Cress du 7 juin 2001, elle a jugé que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré est contraire à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, car cette présence risque d'orienter le choix des membres de la formation de jugement et donc d'avoir une influence sur l'issue du délibéré. Ces jurisprudences ont donc incité les pouvoirs publics français à réformer la juridiction administrative pour se conformer au droit européen.
grand B, le renforcement de la légitimité de la justice administrative. À partir de 2008, le Code de justice administrative a été réformé à plusieurs reprises pour répondre aux appels de la CEDH. D'abord, plusieurs règles ont été édictées afin de mieux séparer les deux fonctions du Conseil d'État. En vertu de l'article R 122-21-1 du Code, article qui est issu du décret du 6 mars 2008, un membre du Conseil d'État ne peut successivement exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles vis-à-vis du même acte. Ainsi, il ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre un acte qui a été pris après avis du Conseil d'État s'il a pris part à la délibération sur cet avis. À vrai dire, cette règle avait été consacrée dans la loi du 24 mai 1872, mais elle avait entre-temps été abrogée. Si en principe c'est aux membres du Conseil d'État de s'abstenir de siéger dans la formation de jugement, le décret a également donné la possibilité aux parties de s'assurer du respect de cette règle. Elles peuvent en effet demander la communication de la liste des personnes qui ont pris part à la délibération du Conseil d'État sur le texte, afin de vérifier que les membres de la formation de jugement n'en font pas partie. Ensuite, l'article R 122-21-3 du Code de justice administrative, issu cette fois d'un décret du 23 décembre 2011, prévoit que les membres d'une formation de jugement ne peuvent pas consulter les dossiers des formations consultatives et ne peuvent pas prendre connaissance des avis éventuellement rendus par le Conseil d'État sur les actes qui font l'objet d'un recours, à moins que ces avis aient été rendus publics. Par ailleurs, la composition des formations de jugement a été modifiée. Il a ainsi été décidé de supprimer la présence des représentants des sections administratives dans la formation dite de chambre réunie et également dans celle de la section du contentieux. L'Assemblée du contentieux a quant à elle été modifiée en profondeur. Si les représentants des sections administratives restent présents, ils sont en revanche désormais en nombre minoritaire par rapport aux membres qui sont issus de la section du contentieux, alors qu'avant, ils étaient en nombre égal. En outre, il est prévu à l'article R 121-21 que lorsque l'Assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'État, le président de la section administrative qui a eu à délibérer sur cet avis ne siège pas dans l'Assemblée du contentieux. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que ces nouvelles règles permettaient de rendre l'organisation du Conseil d'État conforme au principe d'impartialité, et elle l'a jugé dans un arrêt du 30 juin 2009, UFC Que Choisir. S'agissant ensuite du rapporteur public, un décret du 1er août 2006 a supprimé sa présence au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. En revanche, le rapporteur public continue d'assister au délibéré devant le Conseil d'État sans y prendre part, mais les parties peuvent s'opposer à cette présence. Là encore, la CEDH a jugé le dispositif conforme à l'article 6, paragraphe 1, dans un arrêt du 15 septembre 2009, Étienne contre France. Enfin, pour terminer sur cette question de la légitimité, le Conseil d'État a également souhaité renforcer l'impartialité dite subjective, c'est-à-dire celle liée à la personne même du juge et à ses convictions personnelles. En décembre 2011, une charte de déontologie des juges administratifs a consacré les principes déontologiques et les exigences de bonne pratique qui pèsent sur les juges administratifs. A également été créé un collège de déontologie mis à la disposition des juges, qui est chargé de rendre des avis sur les questions de déontologie. La loi du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, a permis de donner une base législative à cette charte. En effet, l'existence de cette charte est désormais prévue par l'article L 131-4 du Code de justice administrative. Les principes déontologiques fondamentaux tels que l'indépendance, la dignité, l'impartialité, l'intégrité
et la probité ont même été insérés dans le code. Enfin, l'article L131-5 a consacré l'existence du collège de déontologie de la juridiction administrative. Il est notamment chargé de rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine de ce membre ou sur saisine d'un président de juridiction. Et il est également chargé de formuler des recommandations sur l'application des principes déontologiques, soit de sa propre initiative, soit sur saisine d'un président de juridiction ou d'une organisation syndicale. Venons-en maintenant à l'efficacité de la juridiction administrative. Donc, deuxième paragraphe, le renforcement de l'efficacité de la juridiction administrative. Dans la période contemporaine, l'efficacité de la justice administrative a été mise en cause par deux éléments. D'une part, l'explosion du contentieux, d'autre part, le manque de pouvoir du juge administratif. Nous ne reviendrons pas sur le premier élément qui a été étudié dans la vidéo précédente. Nous nous concentrerons ici sur le manque de pouvoir du juge administratif et les solutions qui ont été apportées. Grand A, le manque de pouvoir du juge administratif. Le juge administratif a souvent été critiqué en raison de la faiblesse de ses pouvoirs. En effet, le Conseil d'État a pendant longtemps opté pour une conception stricte de l'office du juge administratif afin que celui-ci ne se transforme pas en administrateur. Par exemple, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, son pouvoir se limite en principe à annuler l'acte administratif illégal. Le juge de l'excès de pouvoir a toujours refusé de s'octroyer le pouvoir de formuler des injonctions à l'administration, ce qui pouvait nuire à la bonne exécution de ses décisions. Autre exemple, le juge de l'excès de pouvoir a aussi longtemps limité son contrôle en présence du pouvoir discrétionnaire de l'administration. Autre manque, jusqu'en 2000, le juge administratif n'avait quasiment aucun pouvoir pour faire face à des situations d'urgence. Enfin, la procédure devant le juge administratif présentait aussi des imperfections. Son caractère écrit rendait les échanges trop arides et ne permettait pas toujours de percevoir pleinement la position des parties. Face à ces multiples insatisfactions, la juridiction administrative s'est transformée progressivement sous l'effet du juge administratif lui-même et des pouvoirs publics. Grand B, le renforcement de l'efficacité de la juridiction administrative. D'une part, le Conseil d'État n'hésite pas à renforcer de manière jurisprudentielle les pouvoirs du juge administratif. Les exemples sont très nombreux et relèvent de divers ordres. Ils seront ici cités brièvement car ils feront pour la plupart d'entre eux l'objet de développement dans la suite du cours. D'abord, le juge administratif perfectionne les recours qui sont ouverts devant lui, notamment le recours pour excès de pouvoir. Par diverses décisions, en effet, le Conseil d'État a enrichi l'office du juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, à l'alternative annulation rétroactive de l'acte ou rejet de la requête, s'ajoutent désormais de nombreuses voies intermédiaires. Le juge peut moduler dans le temps les effets des annulations qu'il prononce. Cela résulte d'un arrêt du 11 mai 2004, association AC. Pour éviter les annulations inutiles, il peut procéder à des substitutions de base légale, en vertu d'un arrêt du 3 décembre 2003, El-Bailly. Il peut aussi procéder à des substitutions de motifs, en vertu d'un arrêt du 6 février 2004, Madame Halal. Ensuite, le Conseil d'État n'hésite pas à transférer des contentieux du recours pour excès de pouvoir au recours de plein contentieux, dans lequel les pouvoirs du juge administratif sont plus larges. Un exemple, le contentieux des sanctions infligées aux administrés qui est passé du REP au recours de pleine juridiction, en vertu d'un arrêt du 16 février 2009, l'arrêt Société Atome. Même les pouvoirs du juge de plein contentieux sont parfois enrichis. En matière contractuelle, le juge du contrat dispose depuis les arrêts communes de Béziers de 2009 et 2011 d'une palette de pouvoirs élargie. Le Conseil d'État crée par ailleurs de nouveaux recours de plein contentieux,
C'est encore le contentieux contractuel qui en fournit une illustration. Nous pouvons citer l'exemple du recours de pleine juridiction ouvert aux tiers au contrat par l'arrêt du 4 avril 2014, Tarn-et-Garonne. Concernant ensuite son contrôle, le Conseil d'État ouvre le REP à davantage d'actes, en rétrécissant par exemple la catégorie des mesures d'ordre intérieur, ou encore en ouvrant plus récemment le recours pour excès de pouvoir contre des actes de droit mou, tels que certaines recommandations qui émanent d'autorités administratives indépendantes. En présence du pouvoir discrétionnaire de l'administration, le Conseil d'État a enrichi son contrôle restreint par le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Il lui arrive également d'accroître son contrôle en passant d'un contrôle restreint à un contrôle normal. L'arrêt du 13 novembre 2013, l'arrêt Dahan, donne un exemple, celui du contrôle des sanctions infligées aux fonctionnaires. On le voit, les initiatives du Conseil d'État sont nombreuses pour renforcer l'efficacité de la juridiction administrative. Cependant, certaines évolutions n'ayant pas été possibles par la voie jurisprudentielle, le législateur a contribué lui aussi à l'évolution de la justice administrative. 3 exemples majeurs peuvent être cités. D'abord, il est apparu nécessaire que le juge administratif dispose de moyens pour assurer l'effectivité de ses décisions, c'est-à-dire le respect et la mise en œuvre de ces décisions par les parties, et notamment par l'administration. C'est pourquoi le législateur est intervenu par la loi du 16 juillet 1980 pour créer une procédure d'exécution qui permet au juge administratif de prononcer des astreintes en cas d'inexécution d'un jugement. Par la loi du 8 février 1995, il a donné aux juridictions administratives le pouvoir de prononcer des injonctions préventives à l'administration, ce qui permet au juge, dès son jugement d'annulation, d'enjoindre à l'administration de prendre une décision dans un sens déterminé ou de réexaminer le dossier. Ensuite, le législateur a comblé le vide concernant les procédures d'urgence. La loi du 30 juin 2000 a institué une série de référés dits d'urgence qui permet au juge d'apporter une réponse rapide à des litiges délicats compte tenu de la gravité de l'illégalité commise par l'administration et de la situation des requérants. Ces procédures d'urgence connaissent un franc succès. À vrai dire, elles ne contribuent pas seulement au renforcement de l'efficacité du juge administratif. Ces procédures améliorent aussi l'image du juge administratif, qui est à même de répondre rapidement aux requérants lorsque leur situation l'exige. C'est donc la légitimité du juge administratif qui s'en trouve également raffermie. Enfin, et nous aurons l'occasion d'y revenir plus longuement, le législateur a récemment créé de nouveaux recours devant le juge administratif. La loi du 18 novembre 2016 a en effet institué 2 nouvelles actions, l'action de groupe et l'action en reconnaissance de droit, qui ont pour point commun d'être des actions collectives dont l'objectif est d'offrir aux justiciables une voie de droit, leur assurant une réponse cohérente de la part du juge administratif.